Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 9 septembre 2008 et j'ai le plaisir de vous présenter le 54e numéro de notre émission Entre nous soit dit. Nous allons aujourd'hui aborder deux sujets passionnants, l'Europe et la faillite, l'éventuelle faillite de la France, avec un auteur qui connaît parfaitement bien le sujet, Philippe Riès, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et écrivain. En tant que journaliste, vous avez mené une carrière qui vous a mis vraiment au cœur de tous ces problèmes, puisque vous étiez le correspondant à Bruxelles de l'agence France Presse, et que, par ailleurs, vous avez suivi tous ces problèmes économiques et sociaux, et que vous avez écrit donc avec Philippe Jaffray, aujourd'hui décédé, un ouvrage qui précisément s'intitulait « Le jour où la France a fait faillite ». Alors je vais montrer à la caméra pour nos téléspectateurs les deux ouvrages qui nous retiennent aujourd'hui. Philippe Riès, L'Europe malade de la démocratie, voilà. L'Europe malade de la démocratie chez Grasset, et également chez Grasset, Philippe Jaffray et Philippe Riès, Le jour où la France a fait faillite, un ouvrage qui est apparu il y a tout juste 2 ans. Absolument. Et qui, hélas, n'a pas une ride. Tant mieux pour l'ouvrage, mais tant pis pour la France. Alors, le titre de votre ouvrage m'a plongé dans des abîmes de perplexité, le dernier. C'est fait pour ça. C'est fait pour ça. L'Europe malade de la démocratie. Alors au début, je me suis demandé si l'Europe était malade de trop de démocratie ou de pas assez. Bon, ce qu'on dit en général, c'est plutôt qu'il n'y a pas assez de démocratie en Europe. En tout cas, au cœur des débats actuels, notamment sur la signature du fameux traité de Lisbonne, presque toujours les médias et les observateurs disent bon, l'Europe se fait contre les peuples, et vous dites d'une certaine manière que ça n'est pas tout à fait vrai, et donc j'aimerais quand même vous expliquer, parce que c'est un sujet que je connais quand même un peu, dans la mesure où j'ai eu beaucoup à faire aux institutions européennes, dans le combat que je mène par ailleurs contre le monopole de la sécurité sociale, mais surtout, je pense que c'est un sujet vraiment majeur, parce que où l'Europe ne peut pas se faire dans un contexte démocratique, y arriver, et dans ce cas-là c'est grave, ou alors il y a un manque, mais là ça peut peut-être se guérir. Alors quel est votre diagnostic, docteur Riès? Alors, d'abord, le livre est un pamphlet, très différent en ce sens du précédent. Donc c'est un petit livre, écrit sur un ton assez virulent. Le pamphlet d'ailleurs est un genre qui est un peu tombé en désuétude, à mon grand regret, et que j'ai décidé d'essayer de réhabiliter à travers cet ouvrage et dans cette petite collection chez Grasset qui permet justement des petits formats. La thèse du livre, c'est une thèse typiquement contrarienne, et j'adopte très souvent cette attitude sur les sujets économiques et financiers qui sont plutôt ma partie forte. Et que l'Europe ne souffre pas du déficit de démocratie dont on parle en effet habituellement, mais au contraire d'un excès de démocratie, mais de la démocratie telle qu'elle a évolué récemment, c'est-à-dire cette démocratie d'opinion où en fait les gouvernants gouvernent essentiellement au sondage et sont soumis à la dictature des lobbies, des groupes de pression. Démocratie dans laquelle la petite minorité active, lésée par un certain nombre de décisions, se fait entendre de manière très virulente, mais où l'immense majorité qui pourrait bénéficier des changements est en général assez passive. Et j'ai surtout voulu faire, c'est un livre de journaliste, c'est-à-dire que j'ai tiré parti des 4 années passées à Bruxelles, où dossier par dossier, j'ai vu comment en réalité les principes mêmes de la démocratie étaient violés, pas comme on le dit souvent, ça peut arriver, mais pas comme on le dit le plus souvent par la bureaucratie bruxelloise, mais par les gouvernements eux-mêmes, et notamment par le Conseil européen. Il y a différents exemples. Par ailleurs, la démocratie, ça n'est pas simple. Il y a aussi un paradoxe démocratique, qui est que, d'ailleurs, Pierre Rosanvallon, d'une certaine manière, qui a mené toute une réflexion sur le sujet, aboutit grosso modo à la même conclusion, à savoir qu'on ne peut pas réduire la démocratie au mandat électif. Ça n'est pas parce que des gens ont été élus qu'ils peuvent ensuite se permettre de faire tout et n'importe quoi. Et c'est ce qui se passe très souvent à Bruxelles, où au nom de la légitimité du mandat électif, on impose à la Commission européenne, souvent, des décisions qui vont contre l'intérêt général.
la démocratie, c'est le service de l'intérêt général. Ça doit valoir pour les fonctionnaires non élus, pour les autorités indépendantes, type BCE ou autres, et pour les élus politiques eux-mêmes. Et donc c'est ce paradoxe. Voilà. Bon, le livre, naturellement, s'ouvre, c'est assez banal, sur cette citation de Churchill qui dit que la démocratie est le pire de tous les régimes, à l'exception de tous les autres. Voilà. Et on n'a malheureusement pas, on n'est toujours pas sorti de ce paradoxe. Alors, cela étant dit, à l'opposé de votre thèse, il y a quand même un certain nombre d'arguments que vous ne rejetez pas d'ailleurs, vous les examinez. Mais enfin, le plus fort d'entre ces arguments, c'est l'histoire de la construction européenne, qui s'est faite, il faut bien le dire, non pas contre les peuples forcément, mais sans eux le plus souvent. La plupart des décisions fondatrices ont été faites par des hommes éminents d'ailleurs, qui avaient une vision très intéressante de l'histoire de l'Europe et de l'histoire du monde, mais enfin qui n'ont pas pris toujours la tâche démocratique des pays dont ils étaient issus. Et par ailleurs, alors il y a encore un argument aussi qu'il faut essayer de considérer, il y a eu beaucoup d'élections depuis 1957 dans tous les pays de l'Union. L'Union à 6, puis à 12, à 15, à 27 maintenant. Au fond, à part un ou deux référendums, aucune de ces décisions, aucune de ces élections n'a donné lieu à un débat européen véritable, ni à un rejet européen. Donc les deux versants de cette affaire sont assez troublants quand même. Oui, alors, bon, je le dis d'ailleurs et je le revendique dans le livre, l'Europe, la construction européenne a toujours été portée par une petite élite. Et d'ailleurs, il n'aurait pas pu en être autrement. Il n'aurait pas pu en être autrement. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'elle n'ait pas rencontré l'assentiment des peuples, qu'elle ne se soit pas faite à partir de la construction de coalitions très larges. Les démocrates chrétiens et les sociodémocrates, enfin grosso modo les grandes sensibilités politiques européennes étaient plus ou moins d'accord, sinon ça ne se serait pas fait. Et d'ailleurs, les Jean Monnet, les Jacques Delors étaient des gens qui savaient construire des consensus, qui savaient entraîner, mais qui partaient d'une vision, qui partait d'un projet, lequel projet n'aurait jamais vu le jour si on avait été immédiatement demandé leur opinion à travers des sondages ou même à travers des élections au peuple. Peuple dont je rappelle que sur les questions européennes, il est mal formé et mal informé. Alors ça, évidemment... À qui la faute ? La faute, elle est aux politiques, bien entendu, qui devraient être les premiers à faire de la pédagogie. Or, généralement, quand ils font de la pédagogie, entre guillemets, c'est de la pédagogie anti-bruxelloise. Je soulève, c'est assez comique dans un pays comme la France, qui est extrêmement bureaucratique, qu'un Raffarin se permette d'attaquer les bureaux de Bruxelles. Que dire des bureaux de Paris ? Je rappelle d'ailleurs que la bureaucratie européenne, il faut s'en souvenir, est minuscule. Ce qui pose d'ailleurs un énorme problème. Là, par exemple, il y a très souvent des scandales, des détournements, des fraudes sur le déboursement des fonds européens. Mais cet argent n'est pas déboursé via la bureaucratie européenne. Il passe par les bureaucraties nationales. Alors un chiffre peut-être, combien de fonctionnaires à Bruxelles ? Il y a à peu près, je crois, 22 000 personnes, je dirais, salariées par la Commission, pour 500 millions de citoyens. Sur les 22 000, il y a à peu près 8 000 traducteurs et interprètes. Ah oui, c'est vrai. Donc vous voyez ce qu'il reste. C'est une toute petite bureaucratie. Dans l'ensemble, il y a toujours des moutons noirs d'une grande honnêteté, d'une grande compétence et d'une grande foi dans le projet européen, mais la réalité, c'est que ses pouvoirs de contrôle existent sur la manière dont les gouvernements nationaux utilisent, par exemple, l'argent communautaire, mais ils sont extrêmement limités. Et c'est quand on rentre dans les canaux de la bureaucratie nationale ou des circuits politiques nationaux qu'on retrouve les problèmes de clientélisme, de favoritisme et carrément de fraude. Donc, personnellement, je souhaiterais que la bureaucratie européenne soit beaucoup plus nombreuse, beaucoup plus puissante, à condition, bien entendu, que ça s'accompagne parallèlement d'une diminution proportionnelle des bureaucraties nationales. On a un mauvais exemple à cet égard, puisque la France, sous couvert de régionalisation, vous le savez,
à augmenter d'1 million environ le nombre de ses fonctionnaires territoriaux, sans que pour autant la bureaucratie nationale ne régresse vraiment. Donc on peut se demander si votre proposition, si elle devait prospérer, s'il s'accompagnerait vraiment d'une réduction des bureaucraties nationales. Non, mais il y a assez peu de chance, puisque d'ailleurs un des problèmes majeurs de l'Europe, et qui freine considérablement sa construction, et aussi d'ailleurs la perception que les citoyens peuvent en avoir, c'est la faiblesse de son budget. Le budget est ridicule. Le budget est ridicule, il est beaucoup trop faible, il est très mal financé, et il donne à chaque discussion sur les perspectives financières, c'est-à-dire le budget pluriannuel de l'Union européenne, lieu à des marchandages qui sont un peu ridicules sur cette idée du juste retour, c'est-à-dire qu'il faut que chacun en fait reçoive autant qu'il donne, alors qu'en réalité, la construction européenne, ça n'est pas 1 plus 1 égale 2, c'est 1 plus 1 égale 3 ou 4, parce que les bénéfices d'ensemble que tirent les populations européennes de cette admirable construction sont évidemment considérables. Alors, admirable construction, dites-vous, mais en même temps, construction un peu hasardeuse dans les dernières années. On est quand même allé très vite, à 27, bientôt à 29, et on se demande si les dernières constructions, les dernières extensions qui ont été faites ont été bien raisonnables. Parce qu'après tout, les défauts dont souffre l'Europe auraient peut-être dû être corrigés avant. Qu'en pensez-vous ? Ce sont des décisions politiques. On ne pouvait pas, très honnêtement, bon, d'abord, il faut dire que les gens qui ont été hostiles, je le rappelle dans le livre d'ailleurs en parlant de Jacques Chirac, qui ont été hostiles à cet élargissement ou qui ensuite se sont manifestés contre ses conséquences, notamment dans le débat sur la directive service, la directive dite Bolkestein, étaient hostiles aux précédents élargissements. Je rappelle notamment que Jacques Chirac était totalement hostile à l'entrée de l'Espagne et du Portugal pour des histoires de fraises et de tomates, qui illustrent très bien le poids des lobbies, et chez Jacques Chirac notamment le poids considérable du très puissant lobby agricole français sur des décisions de politique générale. Laisser hors de l'Europe, on peut discuter de la méthode, mais laisser hors de l'Union européenne les gens qui, en fait, avaient été séparés par le mur de Berlin et le rideau de fer pendant plus d'un demi-siècle était absolument incompréhensible. D'autre part, l'élargissement est globalement une très grande réussite. Il pose un nombre considérable de problèmes, et il pose notamment des problèmes de concurrence à un certain nombre de professions protégées. C'est ce qu'on a vu dans l'affaire de la directive service. Mais il a apporté à l'Europe et à sa croissance économique une sorte d'Europe émergente, comme il y a une Asie émergente. Tout ça, bien entendu, ne va pas sans difficulté, ne va pas sans crise, ne va pas sans soubresaut, mais globalement, c'est une excellente opération, y compris pour les anciens États membres. Donc il y avait une obligation, je dirais, politique et morale, il y avait un avantage économique. Alors après ça, est-ce que ça a été plus ou moins bien géré ? On peut en discuter, mais globalement, je ne crois pas que remettre en cause l'élargissement ou faire porter à l'élargissement la responsabilité de l'ensemble des difficultés du progrès européen, du projet européen, se rende compte de la réalité. Alors, autre problème, c'est celui de la monnaie unique. Depuis 2002, nous avons donc une monnaie qui s'appelle l'euro et qui est une monnaie unique qui est gérée par une banque centrale européenne, dirigée actuellement par M. Trichet. Le projet, si je l'ai bien compris à l'époque, consistait à essayer de créer à partir d'une monnaie unique une union politique. En tout cas, c'est ce qui était allégué. Ça allait un petit peu contre l'histoire. On a dans l'histoire rarement vu une monnaie créer un État, le plus souvent c'était le contraire. Cela dit, l'euro était un très grand succès technique, ça, personne ne peut le nier, ça s'est passé dans de très bonnes conditions. Il y a de très grands avantages quand vous circulez en Europe, vous n'avez plus à changer votre monnaie, etc., etc. Mais il y a un vrai problème qui est celui de la zone monétaire optimale, cher à M. Mundell, prix Nobel d'économie, et on peut vraiment s'interroger, surtout à la lumière d'événements récents, sur le caractère optimal de la zone euro, puisque, pour ne prendre que 2 exemples, vous avez depuis un certain nombre d'années, 2 pays en particulier, mais d'autres aussi, comme la France et l'Allemagne, qui avaient besoin de taux bas. Et puis vous aviez l'Espagne qui avait une bulle immobilière, qui aurait eu besoin de taux beaucoup plus élevés pour rendre l'argent un peu plus cher et pour éviter que la bulle ne s'accroisse.
bon, la Banque européenne a fait une cote mal taillée, comme on dit, elle a essayé de trouver un accommodement, mais aujourd'hui on se demande vraiment si une zone comme la zone euro a suffisamment de cohérence pour espérer durer vraiment dans les années qui viennent. Qu'en pensez-vous? Alors, bon, c'est une affaire complexe. Je vais rappeler simplement un certain nombre de choses. D'abord, sur l'absence d'un volet politique à l'Union économique européenne, il faut rappeler que c'est la responsabilité des Français qui l'ont refusé aux Allemands, qui le demandaient. Les Allemands avaient parfaitement compris que le passage à l'Union économique et monétaire impliquait que l'on avance dans l'union politique. Les Français l'ont refusé. Ils ont quand même d'assez mauvais goût de venir maintenant s'en plaindre. Deuxièmement, rien n'interdit au gouvernement européen, rien dans les traités, de coordonner, d'harmoniser leur politique budgétaire. Parce que vous parlez de l'Espagne, on peut parler du Portugal, ou on peut parler des pays en surchauffe. Encore une fois, l'arme budgétaire existe. La BCE ne leur interdit absolument pas d'utiliser collectivement l'arme budgétaire. Trichet dit toujours, et il a raison, que les divergences de taux de croissance ou de taux d'inflation dans une économie continentale comme la zone euro ne sont pas fondamentalement plus importantes que les divergences qui peuvent exister entre différents États américains. Elles sont grosso modo de la même ampleur. Bon, la période de crise que nous vivons actuellement probablement provoque des divergences plus importantes, mais sur la longue période, elles sont probablement de la même ampleur. La différence, bien entendu, c'est qu'aux États-Unis, il y a un budget fédéral très important qui permet, en effet, d'opérer des transferts, d'aider telle région qui est en difficulté, d'avoir des mécanismes de solidarité. Ça existe au niveau européen avec les fonds structurels, mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est très, très faible. Puis il y a quand même aussi aux États-Unis une mobilité des travailleurs qui est facile. Ça, c'est l'autre chose que ne cesse de dire la BCE. Faites-nous de bonnes réformes structurelles et nous vous ferons une encore meilleure politique monétaire. Parce qu'en effet, toutes les rigidités qui affectent le modèle de croissance ou de faible croissance de l'Europe ne peuvent pas être imputées à la politique monétaire. D'ailleurs, ça fait quand même pratiquement 30 ans que je travaille sur la politique monétaire. J'ai vécu l'expérience du Japon, d'abord de la bulle et ensuite de la déflation. Il faut arrêter de considérer que la politique monétaire est une sorte de deus ex machina qui émanciperait les responsables politiques et les responsables économiques de faire les ajustements nécessaires. J'ai été le premier, je crois, en 1998, dans mon premier livre sur cette crise, la crise asiatique, cette crise qui vient d'Asie, toujours chez Grasset, à dénoncer Alan Greenspan comme un irresponsable. Aujourd'hui, j'irais beaucoup plus loin, je dirais un criminel, quelqu'un qui préparait en effet des bulles spéculatives énormes. J'étais absolument tout seul à peu près sur cette position à cette époque. On a vu ce qu'il en est advenu avec la crise dite des subprimes. Il faut arrêter de considérer que la politique monétaire est un substitut à tous les autres instruments de la politique économique, que sont les réformes structurelles, la politique budgétaire, la libéralisation des marchés. Pour simplement dire un mot sur le livre, je reviens longuement dans un chapitre sur l'affaire du pacte de stabilité et de croissance, qui pour moi est mort, qui a été assassiné en novembre 2003 par la France et par l'Allemagne, pour des raisons de pure convenance politique, pour des montants absolument ridicules. L'effort qui était demandé par la Commission à la France, c'était 4 milliards d'euros, comparé à un budget de, je ne sais plus combien, pour le budget français, 100 milliards, oui, à peu près. Le PIB, 1800 milliards, un budget de 300 milliards. Oui, absolument. Bon. Donc, on voit bien que... Il y a quand même des organismes sociaux en plus, quoi. Donc ça fait 500-600 milliards. Voilà, à peu près. On voit bien que les montants, d'ailleurs, si je me souviens bien, l'un des acteurs principaux, Tremonti, qui était ministre italien des Finances à l'époque, président du Conseil économique et du Conseil des ministres ECOFIN, a dit que ça n'était pas les chiffres qui étaient en cause. Ce qui était en cause, c'était en réalité d'émanciper la France et l'Allemagne, ces grands pays, de disciplines qu'on avait mis au point pour ce qu'on appelait les pays du Club Med, les va-nu-pieds italiens, espagnols et portugais et grecs, qui bien entendu, eux, étaient naturellement dangereux et incapables de tenir leurs finances publiques. Bon, et ça c'est un point très important parce que pour moi, la démocratie c'est le contrat. Et c'est donc le respect de sa signature, au bas d'un contrat.
Et quand on a signé un contrat, et qu'on est le gouvernement français ou le gouvernement allemand, on le respecte. Le pacte de stabilité est mort. On voit d'ailleurs dans l'évolution aujourd'hui des finances publiques françaises qu'il n'est pas appliqué, qu'il ne sera pas appliqué. Et d'ailleurs la France qui a signé, sous la signature de M. Breton, en avril 2007, une déclaration à Berlin dans laquelle elle s'engageait, comme tous les autres pays européens, à revenir à l'équilibre des finances publiques en 2010. La première chose qu'a fait M. Sarkozy, c'est de dénoncer, deuxième reniement, deuxième entorse, cette signature. Maintenant, c'est 2012, peut-être 2012. Oui, peut-être, et aujourd'hui, 2012 reste assez problématique compte tenu des derniers développements de la situation économique et budgétaire française. Alors, autre question qui se pose actuellement, est-ce que la Banque Centrale Européenne, qui fait quand même preuve d'une certaine résistance, disons-le franchement, aux pressions, alors heureusement ou malheureusement selon certains, mais pour vous heureusement, est-ce que la Banque Centrale Européenne a l'assise nécessaire, a le consensus nécessaire pour continuer dans cette voie? Parce que il faut quand même reconnaître, bon, elle a reçu le soutien aujourd'hui de M. Almunia, qui est le commissaire européen donc, à l'économie, mais enfin, d'une façon générale, les voix qui s'élèvent sont plutôt hostiles à la Banque Centrale Européenne. Qu'est-ce qui va lui permettre de résister? Écoutez, moi je suis très frappé que depuis cette crise, l'éclatement de la crise des subprimes, tous les esprits bien pensants chez les économistes mondains, parisiens, je ne vais pas citer de nom, mais ils se reconnaîtront. C'est dommage. Ce sont ceux qui président le conseil d'analyse économique, voilà, le cercle des économistes, qui dirigent l'enseignement économique à Sciences Po, enfin tout le monde les connaît. Reconnus. Je pense que les lecteurs avertis les auront reconnus, qui se sont spécialisés dans le passé dans une critique virulente de la BCE, dogmatique, contrairement au grand pragmatisme de la Fed et de M. Greenspan notamment, sont devenus beaucoup plus discrets. On ne les entend plus sur ce thème. Pour deux raisons. Comme je l'ai expliqué, la politique de la Réserve fédérale, sous Alan Greenspan, est très largement responsable de la crise financière parce que c'est elle qui a facilité cette création invraisemblable de liquidités qui est ensuite allée s'investir dans des actifs pourris ou des produits toxiques, comme on dit, qui étaient les subprimes et autres produits dérivés construits à partir de ces crédits hypothécaires à risque. Et deuxièmement, parce que, bien entendu, la réponse à la crise de la BCE, sur le plan technique, mais la technique en politique monétaire, c'est très important, a été exemplaire. Elle a été la première, le 9 août, à comprendre ce qui se passait sur le marché interbancaire, à injecter massivement de la liquidité, ce qui pose d'ailleurs un certain nombre de problèmes maintenant, parce que ça commence à durer un petit peu trop longtemps, et que le bilan de la banque lui-même commence à se dégrader. J'ai vécu ça au Japon. Oui, alors justement, une question technique. Quand elle injecte de la liquidité, ça n'est pas pour solde de tout compte. Elle prend des actifs quand même. Absolument. Et c'est ça qui est le problème actuellement. Alors le problème, c'est qu'en effet, il y a un doute. D'ailleurs, elle vient de changer les règles parce qu'elle commence à avoir des doutes sur la qualité de ses actifs. Cela dit, elle avait guère le choix. Mais enfin, tout cela pour dire que ces personnages très importants, très respectés, qui sont en permanence sur les ondes et dans les journaux, sont devenus subitement extrêmement discrets dans leurs critiques sur la BCE. Ce que je crois, alors ça nous renverrait à un débat beaucoup plus important, c'est qu'en réalité, dans ce que j'appelle le non-système monétaire international tel qu'il existe depuis 1971, on a confié aux banques centrales une mission quasiment impossible, qui est de faire de la régulation très fine d'un système qui a tendance à fabriquer des crises. Il faudrait qu'on revienne sur l'histoire monétaire grosso modo depuis la guerre de 1914, l'abandon de l'étalon or, ça nous entraînerait évidemment très loin. Enfin, rappelons quand même qu'en 1971, date que vous venez de citer, l'Amérique, sous la présidence de M. Nixon, a renoncé à la convertibilité en or de... Alors, c'est une période très importante parce que c'est à partir de ce moment-là, comme l'expliquait très bien Jacques Rueff, que l'Amérique entre dans l'ère des déficits sans pleurs, c'est-à-dire qu'en fait, elle fait financer sa croissance économique, sa consommation par le reste du monde. Et deuxièmement, je rappelle, incidemment, c'est tout à fait d'actualité, que c'est à sa même époque que Fannie Mae et Freddie Mac, dont on vient de parler énormément, je l'ai rappelé hier dans un article, que Fannie Mae et Freddie Mac ont été introduites sur le marché. Pourquoi ? Parce que ça permettait de construire hors du bilan de l'État américain une énorme dette
elle-même d'ailleurs également financée par les banques centrales étrangères, comme M. Paulson l'a rappelé dimanche dernier, et qui permettait en réalité aux États-Unis de faire financer leur croissance, en l'occurrence de faire financer leur marché hypothécaire par de la dette et par le reste du monde. 71, les années 70. Donc c'est une affaire qui remonte à loin. Les conséquences se sont faites d'ailleurs de manière cumulative, il faut bien pas oublier cela. Enfin bref, nous sommes actuellement dans ce cas de figure et on commence à savoir quel est l'encours exact des subprimes, c'est 2500 milliards de dollars. Ça jette un froid quand même parce que n'oublions pas qu'actuellement il n'y a que 300 à 400 milliards qui ont été identifiés. Donc c'est ce qui explique probablement la prudence des banques. Je ris mais je ne devrais pas parce que c'est une affaire très grave. Enfin, nous allons y revenir. Extrêmement sérieuse. Nous allons y revenir bien sûr après la coupure technique que nous allons faire. Je profite pour ceux de nos éditeurs qui n'auraient pas été là depuis le début pour rappeler vos ouvrages. Le dernier, Philippe Riès, L'Europe malade de la démocratie, aux éditions Grasset. Et également aux éditions Grasset, un livre qui a fait beaucoup de bruit, Le jour où la France a fait faillite, écrit par Philippe Riès et Philippe Jaffray, également aux éditions Grasset. Donc ce sont deux ouvrages que je vous recommande très vivement, ils sont passionnants l'un et l'autre. Le pamphlet sur l'Europe malade de la démocratie permettra à beaucoup de gens d'avoir une idée un petit peu plus précise de ces conflits qui se déroulent actuellement, et en particulier des bonnes ou des mauvaises raisons que l'on a d'aimer ou de ne pas aimer l'Europe. Donc nous allons, madame, mademoiselle, monsieur, marquer une brève pause technique et nous nous retrouvons tout de suite après pour parler notamment de la faillite. A tout de suite. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour à nouveau. Nous reprenons le cours de notre émission Entre nous soit dit, dont l'invité est Philippe Riès. Philippe Riès qui est journaliste et écrivain, qui a notamment, en tant que journaliste, et je crois que ce fut un de ses plus récents postes, dirigé le bureau de Bruxelles de l'agence France Presse, c'est dire qu'il est un connaisseur particulièrement avisé des problèmes européens, et il a écrit plusieurs ouvrages, je vous donne les plus récents, Philippe Riès, L'Europe malade de la démocratie, aux éditions Grasset, un pamphlet vigoureux et passionnant, et puis un ouvrage coécrit avec Philippe Jaffray, Le jour où la France a fait faillite, également aux éditions Grasset, un ouvrage publié il y a 2 ans et qui, comme je le disais en commençant cette émission, non seulement n'a pas une ride, mais a des résonances particulièrement graves et particulièrement menaçantes. Alors, nous sommes, Philippe Riès, dans une crise financière mondiale, une crise économique qui semble maintenant s'installer. En tout cas, alors le problème des États-Unis est un peu différent parce que tout le monde se fonde sur un bon deuxième trimestre aux États-Unis qui demande à être confirmé. Donc, on ne peut pas être absolument certain que l'Amérique échappe vraiment à la crise. On va voir si M. Illico Bernanke, comme on le dénomme, pour nos téléspectateurs, c'est parce qu'il avait dit dans une conférence que s'il y avait une crise, il se promènerait en hélicoptère et il déverserait de l'argent. C'est ce qu'il fait actuellement. Il est fidèle à sa doctrine. Enfin, bref, ça nous verrons. Alors, parlons un peu de la France quand même, puisque c'est ce qui intéresse nos téléspectateurs, même s'ils s'intéressent à l'ensemble des affaires du monde. La France, depuis que vous avez écrit cet ouvrage, n'a pas progressé, semble-t-il, dans le sens d'une résolution de sa crise financière propre, celle qui est relative à l'État. Vous parliez tout à l'heure, effectivement, de la dette que nous avons contractée vis-à-vis de nos fonctionnaires. Nos téléspectateurs, enfin en tout cas ceux qui suivent Reichmann TV le savent car nous en parlons souvent, ça double pratiquement la dette de la France. Grosso modo, il y a 1200 milliards de dettes publiques et 700 milliards, ou même 910 certains. Enfin bon, en tout cas, on arrive à peu près à 2000 milliards. On arrive à 2000 milliards. Alors, cet ouvrage est doublement passionnant, le jour où la France a fait faillite. D'abord parce qu'il est écrit admirablement bien, c'est un véritable ouvrage qui vous prend, j'allais dire au trip, oui, parce qu'effectivement c'est un ouvrage très vivant. Et en même temps, vous avez pris des risques en l'écrivant, puisque vous avez nommé des personnages. Alors, le scénario de départ que vous avez imaginé n'est pas exactement celui qui s'est déroulé, mais ça n'a pas une très grande importance, car je crois que la politique eût été la même. Vous aviez pensé que Madame Royal serait élue, et que M. Sarkozy serait élu en 2012. Et c'est la date à laquelle éclate, dans votre ouvrage, la fameuse crise qui va emporter les finances de l'État français. Alors, bon... Remettez-nous un petit peu sur le plan historique. Il faut savoir, ce livre a été écrit avec mon regretté ami Philippe Jaffray, décédé depuis, avant la campagne électorale de 2007 et au moment où Michel Pébrow
était en train, à la tête de la commission Pébro, de préparer un rapport sur l'endettement. Nous avons à l'époque constaté que la plupart des rapports finissaient en général par un classement vertical. Il y a eu un excellent rapport dirigé par Michel Camdessus. Tous ces rapports en général, nous verrons ce qu'il adviendra des recommandations, d'ailleurs dont certaines sont discutables, de la commission Attali. En réalité, on s'aperçoit que la France est une championne du monde de la production de rapports, d'enquêtes, de formation de commissions. C'est dans nos gènes, c'est une tradition nationale, et que les conclusions en sont très rarement suivies des faits, tout simplement parce que les hommes politiques n'ont pas la volonté d'affronter, de prendre le taureau par les cornes et de se heurter véritablement aux groupes d'intérêt, aux lobbies, qui sont incrustés en réalité dans cette dépendance à l'État dit providence. Il n'y a plus beaucoup de providence, il y a toujours beaucoup d'État, mais il y a de moins en moins de providence, et que la volonté politique manque. Et l'idée de ce livre, c'était d'une manière très provocatrice, de construire un scénario de finance-fiction pour faire toucher du doigt à l'électeur, aux citoyens, ce que signifie la faillite d'un pays. On dit toujours, et d'ailleurs plein de bons esprits ont accueilli ce livre en disant, bien entendu, les pays ne faisaient pas faillite. C'est ce que disait Walter Wriston, ce grand banquier patron de Citibank, quand dans les années 80, il dit, dans les années 70, recyclage des pétrodollars d'ailleurs, il disait à ses agents en Amérique latine, prêtez, un pays ne fait jamais faillite. On a eu la crise de 1982 latino-américaine et Citibank a failli sauter, parce que si des pays font faillite. L'Argentine a fait faillite plusieurs fois, c'est quasiment un sport national, comme le polo, la France chez a fait faillite plusieurs fois également. D'une certaine manière. Et de toute façon, d'une certaine façon, quand on pille l'épargne par l'intermédiaire de l'inflation ou de l'hyperinflation, c'est aussi une manière de faire faillite. Donc, des États font faillite. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un pays en cessation de paiement, quelles en sont les conséquences pour sa population, et aussi, parce que c'est grave, pour ses institutions, pour son régime politique. Donc c'est un scénario en effet catastrophe. Nous avons choisi par convention 2012 et des personnages connus précisément pour aider le lecteur à s'identifier à la situation. Bien entendu, je ne pense pas que la France soit menacée de faillite en 2012, même peut-être pas en 2020, mais il est certain que sur la pente actuelle, nous avons un problème de finances publiques qui est absolument massif et fondamentalement, nous ne faisons rien. C'est-à-dire, si vous comparez par exemple l'effort fait par l'Allemagne au cours des 10 dernières années, où la dépense publique a été grosso modo réduite de 9 points de PIB en Allemagne, la France ne fait rien. Le précédent gouvernement ne faisait rien et le gouvernement actuel ne fait rien. On bricole. On ne veut pas s'attaquer sérieusement à cette question de l'endettement public. Troisième remarque, avant de vous laisser de nouveau la parole, il y a une question morale, puisque nous laissons ceci à nos enfants. Le fardeau énorme de cette dette sera payé inévitablement par nos enfants. Ou alors, ce qui est en effet un scénario possible, via l'inflation, par la spoliation des épargnants. Et les épargnants, on le sait très bien, ce ne sont pas les riches, ce sont les 12 millions de détenteurs de contrats d'assurance vie, etc. Tous ceux qui ont un patrimoine. D'ailleurs, j'avais été dans un débat sur je crois, France 3, enfin FR3, où il y avait une remarque intelligente, je suis rarement d'accord avec ces gens-là, des gens d'attaque, donc des altermondialistes, en disant, mais attendez, de toute façon, ce sont les pauvres qui paieront, en plus, ce sont nos enfants, mais en plus, chez nos enfants, particulièrement les pauvres, parce que les riches, eux, sauf si bien sûr il y a défaillance, ils auront des obligations de la dette publique, et donc on les remboursera. Et j'avais trouvé cette remarque de gens dont je ne partage pas les idées, parfaitement juste. Et d'ailleurs, on va voir dans l'affaire de Freddie Mae et de Fannie Mae et de Freddie Mac aux États-Unis, c'est le contribuable qui va payer. Tous les contribuables. Et quand même les actionnaires aussi. Les actionnaires payent, mais c'est la moindre des choses. Ils ont gagné beaucoup d'argent. Bien sûr. Alors, tout à l'heure, à l'instant même, vous disiez le scénario de faillite ne se réalisera probablement pas en 2012, ni même après. Il y a quand même un point sur lequel j'attire votre attention, c'est que
vous raisonnez à situation politique constante, s'il n'est pas acquis. Il n'est pas certain que les difficultés croissantes que la population française subit, que ce soit des gens qui perdent leur emploi, que ce soit des retraités qui vont voir leur niveau de vie baisser, etc., ne se traduisent pas d'une manière ou d'une autre par une perte de confiance. Et n'oublions pas non plus, et on en parlait dans la première partie de cette émission, nous sommes en Europe. Tout le monde peut aller n'importe où en Europe, transporter sa personne, ses biens, sa famille. Et donc, les scénarios sont possibles. Le grand mérite de votre ouvrage, qui est effectivement provocateur, mais il n'est pas provocateur par manie ou par manière de faire. C'est une pédagogie. C'est une pédagogie, c'est parfaitement réaliste. Alors, bon, depuis, le scénario étant politiquement un peu différent, mais avec peu de différence quant aux politiques suivies, nous sommes maintenant en 2008, l'année est en train de se terminer, nous n'avons absolument fait aucun progrès en ce qui concerne la baisse des dépenses publiques. Non, mais en plus, il se trouve que la très mauvaise conjoncture va bien naturellement se traduire par une nouvelle dégradation des comptes publics. Alors donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire maintenant, alors que nous sommes dans une situation financière difficile, mais aussi dans une situation économique difficile? Si on diminue les dépenses de l'État, c'est ce qu'il faudrait faire, bien évidemment, puisque nous avons, vous l'avez rappelé, 9 points de prélèvement de plus que l'Allemagne, ce qui représente des sommes considérables, c'est 163 milliards d'euros, c'est des sommes énormes. Et n'oublions pas non plus que l'Allemagne étant le principal partenaire, ça devient très difficile de collaborer avec des gens beaucoup plus riches que nous. Bref, que faire dans une situation aussi délabrée? Est-ce qu'il ne faudrait pas finalement rediscuter ces constantes européennes que le traité de Maastricht avait créées et dire après tout que dans une situation difficile, ça existe d'ailleurs je crois, on peut malgré tout augmenter les déficits à condition de ne pas utiliser ces déficits pour les dépenses courantes. Est-ce que vous ne pensez pas que ce serait peut-être une solution maintenant? Alors, le livre partait finalement d'un pronostic assez pessimiste, consistant à dire qu'en réalité, il n'y aura pas de changement réel tant que nous ne serons pas confrontés à une crise de grande ampleur. Là, vous avez raison sur toute la ligne. Jusqu'à présent. Bon, donc, alors, je souhaiterais avoir tort. Je suis toujours un peu réticent. Donc, c'est Philippe Jaffray qui avait construit ça, d'ailleurs en grande partie. Tout un tableau d'hypothèses économiques qu'on pouvait trouver à l'époque sur le petit site que nous avons lié et qui montrait en effet comment il y a un effet exponentiel de la crise et comment à partir du moment où on est rentré dans une crise de paiement, le coût en termes de croissance est absolument épouvantable. Et donc en termes d'emploi, en termes de chômage, en termes de destruction de richesse. On sait très bien, on l'a vu dans les pays émergents, et notre scénario collait à peu près avec ça, que si un État est en cessation de paiement, s'il traverse une crise financière profonde, ça coûte grosso modo entre 20 et 30% du PIB, avant qu'on puisse recommencer, toucher le fond et recommencer à croître et à assainir. Donc l'enjeu est évidemment colossal. Pour la France, ça fait pas loin de 500 milliards d'euros. C'est absolument épouvantable. Ouais. Et les conséquences sociales sur la structure même du pays, sur le tissu du pays, sont absolument épouvantables. Et on cherchait véritablement à faire peur avec toute une série de situations assez dramatiques, depuis le touriste qui ne peut plus payer son hôtel à Pékin. Ça commence comme ça, d'ailleurs. Ça commence comme ça, jusqu'à ceux qui perdent, qui en effet se retrouvent à la rue, la soupe populaire. Bon. Scénario extrêmement noir. Mais la France en est protégée jusqu'à présent par un certain nombre de raisons. Premièrement, l'euro. L'euro nous protège. L'euro nous protège puisque, grosso modo, l'euro a mutualisé le risque européen et une Allemagne en bonne santé, d'une certaine manière, volens nolens, paye. C'est la revanche, l'Allemagne paye pour l'incontinence budgétaire des Français. Ça, c'est la première chose. Donc nous n'avons plus la discipline des marchés obligataires qui nous auraient punis sévèrement en nous faisant payer beaucoup plus cher notre endettement si nous n'étions pas protégés par l'euro. Jusqu'à quand cela va-t-il durer? Évidemment, point d'interrogation. Deuxièmement, il y a cette espèce d'illusion complète chez les Français que, en réalité, le déficit ou l'État-providence, c'est la justice sociale. Alors, il y a un chiffre que je cite toujours, parce que je crois qu'il vient d'un rapport de l'IFO, l'Institut allemand,
qui mesure deux choses, qui mesure le classement des pays européens par l'importance de la dépense publique. Nous avons dépassé la Suède, nous sommes maintenant au premier rang européen, et qui, deuxièmement, mesure le taux de correction des inégalités. Donc vous pouvez vous dire que, puisque nous avons la première dépense publique, nous devrions avoir le niveau d'inégalité le plus faible, ce qui est le cas de la Suède. Manque de chance, pour la réduction des inégalités, nous sommes au 8e rang. Donc que se passe-t-il? Où va cet argent? Quelles sont les rentes, quelles sont les catégories qui en réalité bénéficient de ces énormes transferts? Pas les chômeurs, pas les gens du bas de l'échelle. Et c'est là qu'est le paradoxe. Les Nordiques acceptent de très hauts niveaux de prélèvement public parce qu'ils en ont, si j'ose dire, pour leur argent. Et que ça aboutit à une véritable harmonisation sociale. En France, nous combinons la dépense publique la plus importante d'Europe et un très grand niveau d'inégalité. Alors, les raisons sont multiples. Elles tiennent, à mon avis, essentiellement à ce que la France est dominée par des corporatismes et que ces corporatismes sont passés maîtres dans l'art de siphonner la dépense publique. Ils sont de tous ordres. Deuxièmement, la France est un pays où la corruption est importante. Je dis depuis toujours, enfin depuis 20 ans, à travers différentes situations, j'explique que la France n'est pas un État de droit. Plus exactement, pas un État de droit au sens où on l'entend dans les démocraties anglo-saxonnes. Et que ceci a un coût économique considérable. Considérable. Et on pourrait regarder, corporation par corporation, industrie par industrie, le coût de ces corporatismes. Troisièmement, nous avons une fiscalité hallucinante, ahurissante, et qui d'ailleurs contribue très fortement à l'injustice sociale. Puisque, grosso modo, les riches payent peu d'impôts. Comme vous l'avez dit d'ailleurs, quand ils pensent qu'ils payent trop d'impôts, ils s'en vont. Les classes moyennes payent énormément d'impôts, et nous avons au bas de l'échelle toute une partie de la population qui ne paye pas du tout l'impôt, mais ce n'est pas une situation satisfaisante. Et c'est une illusion de croire que tout ça conduit à une redistribution équitable de la richesse créée par ce pays. Alors on peut peut-être, au premier rang du corporatisme, parler du corporatisme de la fonction publique, et de la fonction publique de tous ordres. Parce que finalement, nous avons en France 6 millions de fonctionnaires, en gros, répartis à peu près à égalité, enfin non, les fonctionnaires de l'État c'est 2,5 millions, plus 1,5 million de fonctions territoriales et la fonction hospitalière. Bref, alors naturellement, il n'est pas question d'accuser les individus. Ils sont dans un système. Enfin, il faut quand même reconnaître que la France entretient pratiquement le double de fonctionnaires que les États comparables, ceux du G7 par exemple. Et donc cela implique, au-delà même de toute décision politique, des décisions mécaniques. Donc est-ce que ça n'est pas ça, au fond, le caractère mécanique de la hausse des prélèvements qui est à mettre en cause? Il faudrait faire une réforme fondamentale et non pas simplement se contenter de ne pas remplacer quelques fonctionnaires partant de leur retraite. Ces réformes fondamentales ont été faites dans un certain nombre de pays d'Europe, qui ne sont pas gouvernés par des ultralibéraux fanatiques, mais souvent par des sociodémocrates. Je me souviens d'une conversation avec l'ambassadeur du Danemark auprès des communautés européennes, où il me disait que lui-même, le risque était mince, mais il peut être licencié en 2 mois. Il n'y a pratiquement plus en Suède d'administration au sens où nous l'entendons en France. Il y a des missions. Non, la flexisécurité, c'est autre chose. Les administrations existent en fonction de missions. Bon, on peut imaginer que la diplomatie existera ou l'armée existeront toujours. Mais vous avez toute une série de missions qui ont totalement perdu leur raison d'être parce qu'elles correspondent. C'est grosso modo, si on continuait aujourd'hui, plus d'un siècle après l'arrivée de l'automobile, on continuait à entretenir des maréchaux ferrants et des cochers de fiacre, tout simplement parce qu'ils ont eu, dans le passé, une fonction importante. D'ailleurs, dans le secteur privé, ça ne se passe pas comme ça. Même dans le secteur anciennement nationalisé, ça ne se passait pas comme ça. Je rappelle quand même que
Les socialistes en France, quand ils sont arrivés au pouvoir, ont trouvé la sidérurgie dans un état absolument catastrophique, produit d'ailleurs de politiques de droite aussi bien que de gauche, et qu'ils ont été obligés de procéder à une purge absolument sanglante dans l'outil industriel, avec des conséquences sociales dramatiques, tout simplement parce qu'on ne pouvait plus faire autrement. La fonction publique a été préservée. Il faut être nuancé, comme vous l'avez dit, il ne s'agit pas du tout d'attaquer les individus. Mais d'autant plus que les individus, d'ailleurs, souvent souffrent aussi de ces contraintes et de ces rigidités qui n'ont plus aucune espèce de justification. Le problème, c'est que, et là la responsabilité politique est énorme, c'est que les réformes sont anxiogènes. Je cite toujours cette plaisanterie qui est très connue aux États-Unis, où les gens disent toujours « je suis à 100% en faveur du progrès, ce que je n'aime pas, c'est le changement ». Le problème, c'est qu'on ne peut pas avoir le progrès sans le changement. Et le changement est anxiogène. Et les politiques sont incapables de, à la fois, présenter les réformes sur la longue durée, de les assumer, d'assumer les risques politiques. Je cite dans mon dernier livre cette phrase de Jean-Claude Juncker qui dit « Nous, les hommes politiques, nous savons parfaitement quelles sont les réformes qu'il faut faire. Ce que nous ne savons pas, c'est comment nous faire réélire ensuite. » Le problème, c'est que si l'obsession de l'homme politique, dès le jour où il entre en fonction, c'est de se faire réélire, il est évident qu'il ne fera jamais rien, en tout cas jamais rien de substantiel qui pourrait prendre à rebrousse-poil l'électorat. Deuxièmement, les réformes, on le sait, coûtent beaucoup à très peu, même si elles rapportent coûtent peu, mais coûtent à un très petit nombre, mais avec une forte capacité. Beaucoup de monde. Et rapportent beaucoup de monde, mais les gens à qui elles coûtent ont souvent une très grande capacité de blocage parce qu'ils sont installés dans des fonctions bien placés, qui leur permettent en effet de s'opposer à ces changements. Mais le point de départ, c'est véritablement la volonté politique. Et c'est surtout la lisibilité des réformes. Ce qui caractérise la politique du gouvernement actuel, et des tas de gens qui ne sont pas nécessairement hostiles au président de la République le disent, c'est le manque de lisibilité. Dernièrement, la réforme fiscale, là, nous avons une fiscalité qui est absolument ahurissante. Et on se refuse à la remettre à plat. Et vous avez des pays qui ont eu la chance, je pense à la Slovaquie, de démarrer grosso modo d'une page blanche, et par conséquent de construire un système fiscal dont d'ailleurs on va pouvoir mesurer les effets, totalement nouveau. Je dis toujours en matière de fiscalité, qui veut faire l'ange fait la bête. C'est d'ailleurs souvent le cas dans beaucoup de domaines. Et cet idéal de la fiscalité redistributive, où véritablement aboutit à construire un monstre qui, en réalité, conduit aux conclusions exactement inverses. Les plus riches ne payent peu ou pas du tout l'impôt. Les classes moyennes le supportent en totalité. Et les pauvres, au bas de l'échelle, les moins fortunés, souffrent considérablement des conséquences économiques de cette mauvaise fiscalité, que sont la faible croissance, la faible création d'emplois. Tout ça parce qu'on n'ose pas remettre à plat la fiscalité. Et on continue à accumuler les mesurettes. Voilà. Chaque besoin apporte sa nouvelle taxe. Dans le mot de fiscalité, je suppose que vous incluez également la fiscalité sociale, c'est-à-dire en fait l'ensemble des charges qui pèsent sur les entreprises et qui est aussi un frein considérable à la croissance. On ne peut pas ne pas considérer globalement les prélèvements obligatoires. Il faut les voir tous de façon à remettre de l'ordre dans l'ensemble du système. De ce point de vue-là, je trouve qu'une occasion jusqu'à présent a été perdue, parce que la campagne électorale de Nicolas Sarkozy a été de ce point de vue-là très claire. Quand il parlait de rupture, c'était quand même bien, tout le monde l'avait compris ainsi, une rupture générale. Or, de rupture, nous ne voyons guère la couleur jusqu'à présent, et il faut quand même reconnaître que c'est très ennuyeux sur le plan politique. Tout jugement politique mis à part, une déception, ça n'est jamais bon pour un pays, parce qu'il se retrouve dans une position un peu de rétraction, presque de dégoût parfois des citoyens, et c'est assez inquiétant, parce que comment va-t-on arriver à la faire, cette rupture? Faudra-t-il qu'on ait touché le fond? C'était, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était un peu l'hypothèse de notre livre. Moi, personnellement, je n'ai jamais beaucoup cru au discours sur la rupture, parce que j'ai fréquenté dans mes fonctions, de loin d'ailleurs, Nicolas Sarkozy. Je me méfie toujours énormément, et d'ailleurs on vient de le voir avec ce soi-disant pragmatisme des Américains dans la crise financière. Je me méfie toujours énormément des gens qui mettent en avant leur pragmatisme.
Je pense que le pragmatisme, c'est dans la mise en œuvre, c'est dans l'application. Comme disait Napoléon, la guerre est un art tout d'exécution. Il disait même simple, un art C'est simple. ça, c'est tout d'exécution. Mais il faut avoir des idées, il faut avoir des projets, il faut avoir des visions, il faut avoir des convictions. Je suis très sévère dans mon dernier livre, dans l'Europe malade de la démocratie, à l'égard de José Manuel Durão Barroso. Excusez-moi, je l'appelle Durão Barroso parce que c'est son nom et que je connais bien le Portugal dont je parle ça la langue. s'écrit Durão, mais ça se Durão prononce Barroso, Durão. parce que il est pour moi l'incarnation de l'homme politique, qui n'a pas de vision, qui n'a pas de conviction, qui est intelligent, qui est un grand communicateur. Et on le voit dans la manière dont, en fait, l'action de la Commission européenne est considérablement affaiblie par cette absence de vision et cette absence de conviction. Et cette habitude qu'a Nicolas Sarkozy de toujours mettre en avant son pragmatisme m'a toujours paru extrêmement suspecte. On a des convictions, on a une vision, on a construit ça sur une culture économique notamment. Et ensuite, bien entendu, dans la mise en œuvre, on est contraint de traiter avec la réalité, et donc de faire preuve de pragmatisme. Mais le pragmatisme érigé en idéologie, c'est extrêmement dangereux. Alors, Michel Rocard, qui est meilleur journaliste que Premier ministre, a quand même dit dans le journal du dimanche que Nicolas Sarkozy partageait avec François Mitterrand une vision, une absence totale de vision économique. Bon, peut-être est-il trop sévère vis-à-vis de Nicolas Sarkozy, qui est quand même peut-être un peu plus compétent que ne l'était M. Mitterrand, mais quoi qu'il en soit, j'ai cité souvent dans des articles le discours de Lyon de Nicolas Sarkozy, où il disait « Moi, je ne comprends pas grand-chose à ces théories économiques, ce que je veux, c'est que ça marche. » Parce que là, il y a une majorité dans le pays qui veut dire « D'accord, on veut que ça marche, mais comment ?» C'est ça le problème. Moi, mon discours préféré chez Nicolas Sarkozy, c'est celui d'Agen, qui est un chef-d'œuvre de populisme, écrit d'ailleurs par ce personnage extrêmement nuisible qui s'appelle Henri Guénaud et qui a toujours une grande influence à l'Élysée, manifestement, où notamment Nicolas Sarkozy se livre à un réquisitoire virulent contre la Banque Centrale Européenne, et où véritablement on a l'illustration d'une politique qui correspond à ce que je dis, c'est-à-dire en réalité cette démocratie d'opinion, où on flatte l'opinion dans le sens du poil, mais avec un aveuglement sur les causes profondes de nos difficultés qui est absolument affligeant. Il me reste, Philippe Riès, à vous remercier très vivement de cet exposé magistral que vous nous avez fait. Je vais rappeler le titre de vos ouvrages, Philippe Riès, L'Europe malade de la démocratie, un ouvrage court mais passionnant et très fort, publié aux éditions Grasset, et l'ouvrage que vous avez co-écrit avec Philippe Jaffray, Le jour où la France a fait faillite, un excellent livre qui, hélas, n'est pas un livre de fiction, qui est publié également aux éditions Grasset. Et un dernier souhait pour terminer, je souhaite très vivement que les antennes nationales s'ouvrent de plus en plus largement à vous, car finalement, ce que vous dites, c'est ce que les Français doivent savoir. Et donc, c'est une œuvre de salubrité publique que vous faites. Je vous en remercie vivement au nom de la France. Oh, je suis un peu prétentieux en parlant au nom de la France, mais enfin, disons au nom de tous ceux qui veulent comprendre. Sur votre dernière suggestion, n'y comptez pas trop, les esprits anticonformistes dérangent. C'est tout à fait exact. Et j'espère quand même qu'ils dérangeront de moins en moins, ne serait-ce que parce que se conformer à la situation actuelle, c'est risquer de l'avoir perduré de façon négative. Madame, mademoiselle, monsieur, il me reste à vous remercier de nous avoir suivis. Je suis persuadé que vous n'avez eu aucune difficulté à nous suivre tant notre invité était passionnant. À bientôt, soyez heureux si vous le pouvez, portez-vous bien, faites un effort et surtout, vive la France.